Le relevé de carte de crédit affichait une dépense de 347 $ au Romano's Steakhouse mardi soir. Nathan Cross scruta le papier dans ses mains calleuses, la graisse de moteur encore incrustée sous ses ongles après une autre journée de 12 heures au garage. Il était resté à la maison ce mardi-là, à manger des restes de pizza devant ESPN, tandis qu'Olivia prétendait travailler tard sur des conférences parents-professeurs. Cependant, le Romano's n'était guère le genre d'établissement que l'on fréquentait seul, et une note de 347 $ ne se justifiait généralement pas pour discuter d'élèves en difficulté. Nathan plia méticuleusement le relevé et le remit dans la pile de courrier. Sa mâchoire travailla silencieusement tandis qu'il digérait cette information, un peu comme il diagnostiquait les problèmes de moteur, méthodiquement, sans se précipiter pour juger. Après 19 ans de mariage, il avait appris à accorder plus de valeur aux preuves qu'aux émotions. Les clés d'Olivia tintent dans la serrure de la porte d'entrée. Nathan se dirigea vers le comptoir de la cuisine, étalant les factures comme s'il était en train de les payer. Elle entra, arborant ce sourire radieux qu'elle avait perfectionné au cours de ses 15 années en tant que directrice adjointe de l'école élémentaire Pine Ridge, celui qui donnait aux parents le sentiment d'être entendus tout en les orientant subtilement là où elle le souhaitait. « Salut, chérie, dit-elle, en posant son sac à main et en lui embrassant la joue. Son parfum était différent, quelque chose de floral et d'onéreux, loin du vaporisateur corporel de supermarché qu'elle utilisait habituellement. « Comment s'est passée ta journée à l'atelier ? J'ai réparé 3 transmissions et diagnostiqué une pompe à essence. La Honda de Madame Henderson tourne comme une horloge, répondit-il, en désignant les factures. Le relevé de carte de crédit est arrivé. On dirait que tu as dîné au Romano's cette semaine. Olivia ne perdit pas une miette. Ah, ça. La fille de Sarah Patterson a des problèmes de comportement en classe. Sa mère a insisté pour m'emmener dîner afin d'en discuter en privé. Tu sais comment ses parents peuvent être. Nathan hocha la tête, rangeant la fabrication avec la même précision qu'il cataloguait les pièces dans son système d'inventaire. Sarah Patterson conduisait une Toyota déglinguée et cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne dépenserait pas 347 $ pour un dîner, même si sa vie en dépendait. Ça a dû être une sacrée conversation, dit-il d'un ton neutre. Tu n'as pas idée. 3 heures à l'écouter pleurer sur le fait que son divorce affectait les notes de la petite Emma. J'ai à peine touché à mon assiette. Olivia se dirigea vers le réfrigérateur, le dos tourné. Je suis épuisé. Je crois que je vais prendre un bain et me coucher tôt. Nathan la regarda s'éloigner, remarquant le léger tremblement de ses mains alors qu'elle attrapait une bouteille de vin. En 19 ans, il avait vu Olivia gérer des parents irrités, des membres hostiles du conseil scolaire et des crises budgétaires sans broncher. Quoi que ce soit qui causait son anxiété maintenant, cela n'avait rien à voir avec la famille Patterson. Il attendit d'entendre l'eau couler à l'étage avant de récupérer son téléphone. Une recherche rapide sur Google confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Le Romano's était complet tous les soirs de la semaine, et il fallait réserver des semaines à l'avance. Le genre d'endroit que Derek choisirait pour impressionner quelqu'un. Derek, son jeune frère, qui appelait la maison plus fréquemment ces derniers mois. Derek, qui avait toujours en voulu à Nathan d'avoir hérité des terres de leur père, même si c'était Nathan qui était resté pour s'occuper du vieil homme jusqu'à sa mort. L'entraînement militaire de Nathan lui avait inculqué la patience. 12 années dans les services de renseignement de l'armée avant qu'il ne rentre à Pine Ridge lui avaient démontré que les gens révélaient leurs secrets quand ils se croyaient inobservés. Il avait passé ces années dans des endroits où les suppositions menaient à des conséquences désastreuses, où la ligne entre la vérité et le mensonge se mesurait en pertes humaines. Maintenant, il appliquait les mêmes compétences à son mariage. Au cours des 2 semaines suivantes, Nathan commença à être très attentif. Il était vraiment attentif. Le téléphone d'Olivia, qui auparavant traînait nonchalamment sur les comptoirs et les tables, restait désormais constamment à ses côtés. Elle prenait des appels dans la salle de bain avec le ventilateur allumé, et son emploi du temps, autrefois aussi prévisible que le lever du soleil, devint erratique, avec des réunions tardives et des conférences de week-end qui n'apparaissaient étrangement jamais dans le calendrier public du district scolaire. La véritable percée se produisit lorsqu'il installa un système de caméras de surveillance chez Cross Automotive. Officiellement, c'était pour dissuader les cambriolages qui sévissaient dans les commerces locaux. Officieusement, cela lui offrait une vue dégagée sur le parking où Olivia s'arrêtait parfois pour lui apporter son déjeuner un jeudi après-midi d'octobre. Nathan observait l'écran depuis son bureau lorsque la Corse argentée d'Olivia se gara sur le parking. Elle se gara à son emplacement habituel près de l'entrée, mais au lieu de sortir du véhicule, elle resta assise dans la voiture pendant près de 10 minutes.
Nathan était sur le point de s'enquérir de son état quand le pick-up noir de Derek apparut à l'écran. Son frère se gara 3 places plus loin. À travers les images granuleuses, Nathan regardait Derek se diriger vers la voiture d'Olivia et s'installer sur le siège passager. Pendant 47 minutes, ils conversèrent avec une intensité qui ne ressemblait en rien à une interaction familiale banale. Lorsque Derek finit par sortir, il se pencha par la fenêtre du conducteur et embrassa la femme de Nathan. Pas un simple baiser fraternel sur la joue, mais un baiser qui parlait d'intimité, de secrets partagés, de promesses murmurées dans l'obscurité. Nathan enregistra la vidéo sur 3 disques durs distincts et envoya des copies à un compte de messagerie chiffré qu'il utilisait depuis son service militaire. Puis, il s'assit dans son fauteuil de bureau, fixant l'image figée de sa femme et de son frère, et commença à élaborer un plan. La première étape consistait à rassembler des informations. Nathan avait appris il y a longtemps que la connaissance était l'arme la plus redoutable de tout arsenal. Il commença par les finances de Derek, utilisant les contacts de ses jours dans l'armée pour obtenir des rapports de solvabilité et des informations bancaires. Ce qu'il découvrit dressait le portrait d'un homme se noyant sous les dettes. Malgré ses affirmations selon lesquelles il dirigeait une entreprise d'aménagement paysager florissante, Derek devait de l'argent à des fournisseurs, des créanciers, pire encore, à des individus qui ne croyaient pas aux arrangements de paiement. Les finances d'Olivia étaient plus complexes mais tout aussi révélatrices. Le compte joint qu'elle partageait avec Nathan montrait des virements réguliers vers un compte d'épargne dont il n'avait jamais eu connaissance. De petites sommes au début, 50 ou 100 $, mais qui augmentaient au cours des 6 derniers mois. Le compte contenait désormais près de 15 000 $, de l'argent qui aurait dû être affecté au remboursement de leur prêt immobilier ou à l'expansion de la boutique qu'il envisageait. Cependant, la véritable révélation vint lorsque Nathan accéda au registre foncier du comté de Riverside. 3 semaines plus tôt, quelqu'un avait déposé une requête pour faire déclarer Nathan mentalement incapable, invoquant son comportement de plus en plus erratique et son incapacité à gérer ses affaires financières. La requête, signée par Olivia Cross et appuyée par une déclaration de Derek Cross, demandait qu'Olivia se voie accorder une procuration sur les biens de Nathan, y compris les 19 hectares de terrain montagneux que leur père lui avait légués. Nathan était assis sur le parking du palais de justice, examinant les documents sur l'écran de son ordinateur portable. La requête le dépeignait comme un homme sombrant dans la dépression et la paranoïa, quelqu'un qui parlait d'ennemis partout et portait des accusations absurdes contre des membres de sa famille. Elle comprenait une déclaration du docteur Amanda Foster, une psychiatre que Nathan n'avait jamais rencontrée, évaluant son état mental sur la base de rapports familiaux et recommandant une intervention immédiate. L'audience était prévue pour le 15 novembre, dans 3 semaines. Nathan rentra chez lui en silence, son esprit passant au crible les possibilités comme un ordinateur traitant des données. Olivia et Derek avaient comploté cela pendant des mois, peut-être plus longtemps. Ils avaient monté un dossier, créé une trace écrite, établi un récit qui leur permettrait de voler tout ce pour quoi il avait travaillé. La liaison n'était que l'apéritif. Le plat de résistance était son héritage, son entreprise, toute sa vie. Cette nuit-là, Nathan fit son premier pas dans ce qui allait devenir une guerre d'usure. Il commença par la faiblesse de Derek, son orgueil. Nathan connaissait suffisamment bien son frère pour comprendre que Derek avait besoin de se sentir supérieur, avait besoin de croire qu'il était la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. Alors, Nathan commença à jouer le rôle du mari paranoïaque et instable qu'ils essayaient de créer. Au magasin de bricolage où Derek prenait parfois un café, Nathan fit des remarques bruyantes sur le fait qu'il se sentait observé et suivi. Il se plaignit aux vendeurs d'appels téléphoniques au milieu de la nuit, de voitures étranges garées devant sa maison. Il mentionna ces choses quand il savait que les amis de Derek étaient à proximité, quand il savait que la nouvelle parviendrait à son frère. Simultanément, Nathan commença à tout documenter. Il installa du matériel d'enregistrement dans sa propre maison, des caméras cachées qui captureraient toute conversation entre Olivia et Derek quand il croirait qu'il n'était pas présent. Il engagea un détective privé du comté voisin, un ancien flic nommé Simon Blake, spécialisé dans les affaires d'infidélité et de fraude à l'assurance. Le rapport initial de Simon confirma ce que Nathan soupçonnait déjà. Olivia et Derek se rencontraient régulièrement depuis plus de 8 mois, toujours dans des endroits isolés, toujours prudents pour éviter d'être vus ensemble en public. Mais ils étaient devenus suffisants. Négligents. Simon avait des photographies d'eux ensemble dans une cabane que Derek louait sous un faux nom. Des reçus de dîners romantiques débités sur des cartes de crédit dont Olivia pensait que Nathan n'était pas au courant. Plus important encore, Simon avait découvert que Derek utilisait les informations personnelles de Nathan pour demander des prêts et des cartes de crédit.
l'identité de Nathan avait été compromise d'une douzaine de manières différentes, toutes conduisant au moment où Derek affirmerait que Nathan était trop mentalement instable pour remarquer ou se soucier de quoi que ce soit. « Ton frère n'a pas chômé », dit Simon lors de leur rencontre dans un restaurant à une 60aine de kilomètres de Pine Ridge. « Il a tout mis en place pour prendre le contrôle de tes finances dès que cette ordonnance du tribunal sera validée. Compte bancaire déjà ouvert, procuration, documents prêts à être déposés. Ce n'est pas la première fois qu'il monte une arnaque de ce genre. » Nathan leva les yeux des photos étalées sur la table. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Derek Cross a été marié 2 fois auparavant. Les 2 épouses sont mortes dans des circonstances suspectes. Toutes 2 lui ont légué tout ce qu'elles possédaient. La première victime, Rebecca Martinez, se serait suicidée après avoir été licenciée. La seconde, Janet Reeves, a péri dans un accident de voiture sur une route verglacée, bien que la glace ait fondu 3 jours auparavant. Une sensation glaciale envahit l'estomac de Nathan. « Tu penses qu'il les a éliminés ?» demanda-t-il. « Je crois que ton frère a tendance à cibler des individus vulnérables et à systématiquement démanteler leur capacité à lui résister, » répondit Simon. « Ta femme se considère peut-être comme son associé, mais d'après son passé, elle n'est qu'une cible de plus. » Ce soir-là, Nathan resta dans son garage jusqu'à 3 heures du matin, le regard fixé sur les images de surveillance montrant Olivia et Derek s'embrasser sur son parking. Il comprenait maintenant que la situation dépassait la simple infidélité ou le gain financier. Il s'agissait d'une question de survie. Derek avait déjà pris des vies, et il recommencerait s'il le fallait pour atteindre ses objectifs. Nathan avait consacré 12 ans au renseignement militaire, mais il n'avait jamais appliqué ses compétences à une guerre sur son propre territoire. Il recommença à penser comme un soldat, comme quelqu'un dont l'existence dépendait de sa capacité à déjouer un adversaire qui avait déjà démontré qu'il était prêt à tuer. Le plan qui se dessina était d'une simplicité élégante. Plutôt que de tenter de prouver la culpabilité de Derek et Olivia, Nathan retournerait leur propre tactique contre eux. S'il cherchait à le faire passer pour un déséquilibré mental, il leur fournirait précisément cette image jusqu'au moment où il révélerait qu'il avait tout enregistré. Nathan lança la phase 1 de sa contre-offensive un mardi matin pluvieux, début novembre. Il se fit porter pâle au travail, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 2 ans, et resta à la maison, se comportant de manière de plus en plus agitée en présence d'Olivia. Il marmonnait à propos d'appels téléphoniques imaginaires, se plaignait de voisins qui l'espionnaient et vérifiaient ostensiblement les serrures et les fenêtres à plusieurs reprises. Quand Olivia tentait de le consoler, Nathan se rétractait avec des regards soupçonneux. Quand elle lui suggéra de consulter un médecin, il l'accusa de vouloir le droguer. Le soir venu, elle était engagée dans une conversation téléphonique urgente, chuchotée, avec Derek dans la salle de bain pendant que Nathan simulait le sommeil. Le lendemain matin, Nathan intensifia la situation. Il se présenta au bureau de paysagisme de Derek, qui s'avéra être une unité de stockage louée située derrière une galerie marchande, et confronta son frère à propos du fait qu'il le suivait en ville. Derek, qui avait effectivement surveillé les mouvements de Nathan, joua parfaitement le rôle du frère inquiet. « Nathan, tu me fais peur, » dit Derek, sa voix empreinte d'une inquiétude fabriquée. « À quand remonte ta dernière nuit de sommeil ? Tu as l'air terrible. »« Je dors bien quand les gens ne s'introduisent pas chez moi, » rétorqua Nathan. « Je sais que c'est toi. Je sais que tu veux le terrain. Papa n'aurait jamais dû me le donner. C'est ça. C'est ce que tu penses. » Pendant un bref instant, les yeux de Derek brillèrent d'une émotion authentique, l'avidité, le ressentiment, la haine, avant que le masque d'inquiétude ne se remette en place. « Personne ne s'introduit chez toi. Personne ne veut te faire de mal. Mais cette paranoïa, ces accusations, ce n'est pas normal. Nathan, tu devrais peut-être parler à quelqu'un. » « Genre qui ? Le docteur Foster ? » La surprise de Derek parut sincère cette fois. « Qui est le docteur Foster ?» Nathan catalogua mentalement cette réaction. Derek n'avait pas participé à la fabrication de la fausse évaluation psychiatrique, c'était uniquement l'œuvre d'Olivia. Intéressant. Peut-être que leur partenariat n'était pas aussi complet qu'il l'avait supposé. Laisse tomber, marmonna Nathan en reculant vers son pick-up. Reste juste loin de ma femme. En s'éloignant, Nathan observa Derek récupérer son téléphone, sans aucun doute pour appeler Olivia afin de lui faire part de leur conversation troublante. Parfait. Chaque interaction était documentée par les dispositifs d'enregistrement cachés que Nathan avait cousus dans sa veste, chaque mot capturé pour la révélation finale qui les détruirait tous les deux. La phase 2 commença 3 jours plus tard,
lorsque Nathan découvrit que quelqu'un était entré chez lui pendant qu'il était au travail. Rien ne manquait, mais de légères anomalies étaient apparentes. Des papiers avaient été déplacés, des tiroirs ouverts et fermés, juste subtilement différents de la façon dont il les avait laissés. Olivia était à la recherche de quelque chose, probablement les relevés bancaires ou les titres de propriété qui lui fourniraient plus de munitions pour l'audience de mise sous tutelle. Nathan résolut de lui fournir ce qu'elle cherchait. Il fabriqua de faux documents suggérant qu'il entendait des voix, avait des hallucinations et prenait des décisions de plus en plus irrationnelles concernant ses affaires, les laissant à des endroits où Olivia les découvrirait au cours de ses recherches. Un rappel de rendez-vous chez le médecin pour un examen psychiatrique glissé entre des papiers d'assurance. Un flacon de médicaments anti-anxiété en réalité, des compléments vitaminiques laissés dans sa camionnette de travail. Des notes manuscrites concernant des gens qui surveillaient la maison, stratégiquement placées dans le tiroir de son bureau. Chaque pièce de fausse preuve était conçue pour étayer le récit qu'Olivia et Derek construisaient, mais chacune était également traçable jusqu'à sa source réelle. Le faux rendez-vous chez le médecin était prévu avec un médecin qui n'existait pas dans une clinique désaffectée depuis 3 ans. La prescription était ostensiblement rédigée par un psychiatre dont la licence avait été révoquée pour fraude. Les notes manuscrites étaient composées sur du papier que Nathan avait acheté expressément à cet effet, avec des reçus et des relevés de cartes de crédit attestant de quand et où il les avait acquis. Nathan construisait un piège dans un piège, permettant à Olivia et Derek de croire qu'ils réussissaient tout en documentant méticuleusement chaque étape de leur stratagème frauduleux. La percée eut lieu le 8 novembre, précisément une semaine avant l'audience de mise sous tutelle. Nathan avait installé des caméras à détecteur de mouvement dans toute sa maison, des appareils si minuscules qu'ils ressemblaient à des boutons décoratifs ou à des prises électriques. Lorsqu'il visionna les images depuis son bureau à domicile, il observa Olivia photographier systématiquement ses relevés financiers tout en conversant au téléphone. « Non, je n'ai pas encore localisé le titre de propriété, disait-elle. Il doit le garder ailleurs. Que veux-tu dire? Et s'il ne l'a pas? Bien sûr qu'il l'a. On ne peut pas posséder un terrain sans avoir le titre. Oui, je comprends le calendrier. Le 15 novembre. J'aurai tout ce dont nous avons besoin d'ici là. Elle fit une pause, écoutant celui ou celle qui était à l'autre bout du fil. Nathan améliora l'audio, mais ne parvint pas à distinguer clairement l'autre voix. Derek, calme-toi. Je sais ce que je fais. Je planifie ça depuis plus longtemps que toi. Non, il ne se doute de rien. Il s'effondre, exactement comme nous l'espérions. Le rapport du docteur Foster sera une preuve parfaite. Je me fiche de ce que tes précédentes femmes pensaient de tes méthodes. C'est différent. C'est mieux. Le sang de Nathan se glaça. Femme précédente, au pluriel. Simon Blake avait raison au sujet du passé de Derek, et maintenant Nathan avait la preuve qu'Olivia était au courant. Elle n'était pas une victime innocente manipulée par Derek, elle était une complice à part entière de ce qu'ils avaient mis au point. La conversation se poursuivit pendant encore 10 minutes, Olivia détaillant sa fouille des relevés financiers de Nathan et discutant des plans de contingence si l'audience de mise sous tutelle ne se déroulait pas comme prévu. Nathan enregistra chaque mot dans ses fichiers cryptés et commença les préparatifs pour la phase finale de sa contre-offensive. Le 12 novembre, 3 jours avant l'audience, Nathan passa à l'action. Il commença par rendre visite à la détective Jenna Ruiz au commissariat de Pine Ridge. Ruiz était une vétérante avec 10 ans de service qui connaissait Nathan depuis le lycée, quelqu'un à qui il pouvait faire confiance pour écouter sans rejeter immédiatement ses affirmations comme des délires paranoïaques. « Jenna, je dois signaler un complot visant à commettre une fraude, » dit Nathan, s'installant sur la chaise en face de son bureau. Ruiz leva les yeux de ses papiers avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Nathan avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines, ce qui n'était pas loin de la vérité, mais sa voix était ferme et son regard clair. Quel genre de fraude, Nathan? Vol d'identité, contrefaçon, complot en vue de commettre une fraude de tutelle et potentiellement complot en vue de commettre un meurtre. Il plaça une clé USB sur son bureau. Tout est là, enregistrements audio, vidéosurveillance, relevés financiers, faux documents. Ma femme et mon frère complotent pour me faire déclarer mentalement incapable afin qu'ils puissent voler mon héritage. Ruiz ramassa la clé USB, la tournant entre ses mains. C'est une accusation grave. Tu comprends que je vais devoir enquêter à fond sur cette affaire. Je compte dessus. Mais Jenna, il y a autre chose. J'ai des raisons de croire que Derek a déjà fait ça à ses précédentes femmes,
qui sont toutes deux décédées dans des circonstances suspectes peu après avoir transféré leurs biens à son nom. Nathan passa les 2 heures suivantes à guider Ruiz à travers les preuves qu'il avait amassées, la fausse évaluation psychiatrique, les faux documents de procuration, les comptes bancaires secrets, les conversations enregistrées. Au moment où il conclut, Ruiz prenait des notes et demandait des copies de tout. « Je vais devoir vérifier tout cela, déclara-t-elle. Si ne serait-ce que la moitié de ce que vous me racontez est vrai, nous sommes face à de multiples crimes. Mais Nathan, pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt? Pourquoi laisser les choses aller aussi loin? Parce que j'avais besoin qu'il s'engage pleinement dans la fraude. J'avais besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal, pas seulement de soupçons et de preuves circonstancielles. Ils devaient croire qu'ils gagnaient jusqu'au moment où ils ont tout perdu. » Ruiz acquiesça lentement. « Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous soyez présent à l'audience d'évaluation de capacité le 15 novembre. Je veux que vous les voyiez se parjurer devant un juge avant de les arrêter. Et je veux que vous soyez prêts à enquêter sur les précédentes épouses de Derek dès que cette affaire éclatera. Vous voulez les laisser continuer leur plan, même en sachant de quoi ils sont capables? » Le sourire de Nathan était froid et absent. « Je veux qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. Et je veux que tout le monde à Pine Ridge voie exactement qui ils sont vraiment. » Le 15 novembre se leva gris et froid, avec la promesse de neige dans les nuages lourds suspendus au-dessus des montagnes. Nathan s'habilla méticuleusement dans son plus beau costume, celui qu'il avait porté aux funérailles de son père, et se rendit au tribunal avec la précision calme d'un soldat avançant au combat. L'audience était prévue à 10 heures du matin dans la salle d'audience de la juge Patricia Hawkins. Nathan arriva en avance, s'installant à une place au fond, observant Olivia et Derek entrer aux côtés de leur avocat, un individu à la langue d'argent nommé Richard Crenshaw, un spécialiste du droit de la famille et de la planification successorale. Olivia présentait, comme toujours, une image de perfection. Professionnelle tout en exprimant de l'inquiétude, elle incarnait l'épouse aimante et soucieuse de la détérioration de l'état mental de son mari. Derek jouait son rôle de frère dévoué, une personne qui avait prétendument essayé d'aider mais qui était maintenant contrainte de prendre des mesures drastiques pour le propre bien-être de Nathan. Le docteur Amanda Foster fut la première à témoigner, décrivant les prétendus symptômes de Nathan sur la base des récits de la famille et d'observations comportementales. Elle dépeignit un homme aux prises avec des délires paranoïaques, un individu prétendument prenant des décisions de plus en plus irrationnelles et ayant besoin d'une intervention immédiate. Nathan écouta son témoignage avec impassibilité, pleinement conscient que chaque déclaration était enregistrée et que les références falsifiées du docteur Foster seraient révélées quelques heures seulement après sa descente de la barre des témoins. Derek témoigna ensuite, racontant le comportement erratique de Nathan et ses accusations absurdes. Il parla des affirmations de Nathan selon lesquelles il était suivi, de ses soupçons concernant les membres de sa famille et de son incapacité à gérer efficacement ses affaires. La performance de Derek était digne d'un Oscar, avec des moments d'émotion feinte où il devait faire une pause, ostensiblement pour se ressaisir. « J'aime mon frère, déclara Derek, regardant directement le juge, mais je ne peux pas rester les bras croisés et le regarder détruire sa vie. Il a besoin d'aide, et parfois, obtenir de l'aide implique de faire des choix difficiles. » Finalement, Olivia prit la parole. Elle raconta la paranoïa croissante de Nathan, ses accusations concernant leur mariage, ses accès de violence et son comportement menaçant. Elle produisit les preuves fabriquées que Nathan avait prétendument plantées, les flacons de médicaments sur ordonnance, les rendez-vous médicaux inventés et les notes manuscrites relatives à la surveillance. « J'ai peur de ce qu'il pourrait faire, déclara-t-elle, les larmes coulant sur son visage, à lui-même ou aux autres. Je souhaite simplement qu'il reçoive l'aide dont il a besoin avant que quelque chose de catastrophique ne se produise. » La juge Hawkins écouta attentivement tous les témoignages, examina les preuves présentées et semblait sur le point d'accorder la requête en tutelle lorsque l'avocate de Nathan se leva pour prendre la parole. L'avocate Sarah Kim, une ancienne procureure spécialisée dans les affaires de fraude, était une personne que Nathan avait spécifiquement engagée pour ce moment précis. « Votre honneur, commença-t-elle, avant que vous ne rendiez votre décision, j'aimerais présenter des preuves démontrant que toute cette procédure est fondée sur des documents falsifiés et des témoignages mensongers. » La salle d'audience éclata dans l'agitation. Crenshaw s'y opposa avec véhémence, affirmant qu'il s'agissait d'une tactique désespérée pour saper des préoccupations légitimes concernant le bien-être mental de Nathan. Cependant, la juge Hawkins, suffisamment intriguée, autorisa Kim à présenter ses preuves. Ce qui s'ensuivit fut un démantèlement méthodique de chaque élément de témoignage qui avait été présenté. Kim diffusa des enregistrements audio d'Olivia et Derek conspirant pour commettre une fraude. Une vidéosurveillance les montra se rencontrant en secret.
des relevés bancaires révélèrent le transfert de fonds de comptes joints vers des comptes clandestins, et des documents prouvèrent que les références du docteur Foster étaient frauduleuses. La prétendue ordonnance se révéla ne contenir que des vitamines. Le rendez-vous médical inexistant fut démasqué comme une fabrication complète. Les notes manuscrites concernant la surveillance se sont avérées avoir été créées par Nathan lui-même dans le cadre d'une opération de contre-espionnage. Cependant, la preuve la plus accablante a fait surface lorsque Kim a fait comparaître le détective Ruiz à la barre et a présenté des preuves reliant Derek aux morts suspectes de ses précédentes épouses. « Votre honneur », a affirmé Kim, cette affaire ne concerne pas un homme traversant une crise de santé mentale. Il s'agit d'un prédateur qui avait déjà pris des vies et qui complotait pour le faire à nouveau, utilisant la propre femme de sa victime comme complice. Au moment où Kim avait terminé de présenter ses preuves, Derek semblait sur le point de vomir. Olivia restait figée sur sa chaise, son image soigneusement construite s'effondrant finalement pour révéler la femme calculatrice qui se cachait derrière. Crenshaw chuchotait frénétiquement à ses clients, les conseillant sans aucun doute d'invoquer leur droit au silence en vertu du 5e amendement. La juge Hawkins a rejeté la requête de tutelle et a ordonné que l'affaire soit transmise au procureur du district pour enquête criminelle. Alors que les agents du tribunal s'apprêtaient à emmener Derek et Olivia en détention, Nathan s'est finalement permis de ressentir autre chose qu'un détachement froid et calculé. Il ressentait un sentiment de satisfaction. Cependant, la vengeance de Nathan était loin d'être achevée. Le système juridique traiterait les accusations criminelles, mais il restait d'autres comptes à régler. Il y avait d'autres individus qui avaient permis ou ignoré les événements qui se déroulaient alors qu'il était systématiquement détruit. La cible initiale était Richard Crenshaw, l'avocat qui avait sciemment déposé des documents frauduleux auprès du tribunal. Nathan avait enregistré chaque conversation que Crenshaw avait eue avec Olivia et Derek, capturant des preuves irréfutables que l'avocat était conscient qu'il participait à un stratagème frauduleux. Nathan a transmis ces enregistrements au barreau de l'État, accompagné de documents démontrant que Crenshaw avait géré la planification successorale des précédentes épouses de Derek. En une semaine, la licence d'avocat de Crenshaw a été suspendue, et il était lui-même confronté à des accusations criminelles. Le docteur Amanda Foster s'est avéré encore plus facile à démanteler. L'enquête de Nathan a révélé qu'elle n'était agréée dans aucun état et qu'elle opérait sous une identité volée. La véritable docteur Foster était décédée 3 ans auparavant dans un accident de voiture. La femme qui avait témoigné sur l'état mental de Nathan était, en réalité, l'ancienne petite amie de Derek, une personne ayant une formation de base en psychologie qui avait été rémunérée pour jouer un rôle. Lorsque la vérité a fait surface, elle a déclenché une enquête plus approfondie sur les évaluations psychiatriques frauduleuses dans les affaires de tutelle. La fausse docteur Foster a été appréhendée et accusée d'usurpation d'identité, de fraude et de complot. Son arrestation a conduit au rejet de dizaines d'autres affaires de tutelle où elle avait fourni un témoignage similaire. Cependant, la vengeance la plus personnelle de Nathan était réservée à ceux qui avaient su ce qui se tramait et qui avaient choisi de détourner le regard. Pine Ridge était une petite ville où tout le monde connaissait intimement les affaires de chacun. Nathan a commencé à comprendre que plusieurs individus avaient soupçonné quelque chose d'anormal mais avaient choisi de ne pas s'impliquer. Certains avaient même profité de leur silence. Il y avait Tom Bradley, qui possédait l'entreprise de location de cabanes où Derek et Olivia s'étaient rencontrés. Bradley devait savoir qu'il louait à des individus utilisant de faux noms et payant en espèces, mais il avait fermé les yeux parce que c'était de l'argent facile. Nathan s'est assuré que le service des impôts internes, IRS, prenne connaissance des revenus en espèces non déclarés de Bradley. Il a également fourni des preuves au service de santé du comté concernant les conditions dangereuses dans plusieurs des propriétés locatives de Bradley. En 2 mois, l'entreprise de Bradley a été fermée et il était confronté à des accusations fédérales d'évasion fiscale. Sarah Patterson, la mère dont la prétendue demande de dîner avait servi d'alibi à Olivia pour l'accusation du Romano S, avait en fait été payée pour corroborer l'histoire. Au cas où quelqu'un se renseignerait, Nathan s'est assuré que le district scolaire apprenne l'arrangement de Patterson avec Olivia, ce qui a entraîné l'interdiction de Patterson sur les terrains de l'école et la perte de la garde de sa fille en raison de son implication dans un stratagème frauduleux. Même les anciens amis de Nathan se sont retrouvés confrontés à des conséquences pour leur volonté de croire à de fausses déclarations sur son état mental sans jamais tenter de l'aider ou de vérifier les informations qui leur étaient données. Mike Henderson, qui était le meilleur ami de Nathan depuis le lycée, avait activement diffusé des rumeurs concernant la dépression nerveuse de Nathan après que Derek lui ait transmis de fausses informations. Lorsque Nathan a confronté Mike au garage où ils avaient travaillé sur des voitures ensemble pendant 20 ans, la conversation ne s'est pas déroulée à l'amiable. « Tu aurais dû venir me voir, dit Mike,
semblant mal à l'aise alors que Nathan lui présentait la preuve de la conspiration de Derek et Olivia. Si tu m'avais simplement dit ce qui se passait réellement. Je n'aurais pas dû avoir à te dire quoi que ce soit, interrompit Nathan. Tu me connais depuis 30 ans. Tu sais que je n'ai pas de problème de santé mentale. Tu sais que je ne profère pas d'accusations gratuites sans preuve. Pourtant, dès que quelqu'un t'a informé que j'étais en train de craquer, tu l'as cru sans poser de questions. Derek était convaincant. Il semblait sincèrement inquiet pour toi. Derek était en train de me tendre un piège pour que je sois assassiné, Mike, comme il l'a fait avec ses précédentes femmes. Et tu l'YZ en propageant ses mensonges dans toute la ville. Mike tenta de se justifier, mais Nathan en avait déjà assez entendu. Il mit fin à leur amitié ce jour-là et s'assura que tout le monde à Pine Ridge soit pleinement conscient du rôle que Mike avait joué dans le complot. En janvier, Nathan avait systématiquement démantelé tous ceux qui avaient participé ou facilité le complot contre lui. Derek était incarcéré, en attente de son procès pour la mort de ses précédentes femmes. Olivia était confrontée à de multiples chefs d'accusation criminels et avait perdu son emploi, sa réputation et sa liberté. Les divers complices et facilitateurs se débattaient avec leurs propres difficultés juridiques et financières. Cependant, Nathan n'avait pas encore terminé. Il lui restait un dernier acte de vengeance qui garantirait que personne à Pine Ridge n'oublie jamais ce qui s'était passé. Nathan décida de quitter Pine Ridge, mais pas discrètement. Il organisa une vente aux enchères publiques de tous ses biens, le garage, la maison, les 19 hectares de propriétés montagneuses qui avaient tout déclenché. Cependant, au lieu de vendre aux plus offrants, Nathan fit don du produit à une fondation qu'il créa pour les victimes de fraude à la tutelle. La vente aux enchères attira une foule immense, y compris des journalistes de journaux et de chaînes de télévision régionales qui avaient suivi de près l'histoire du complot de Pine Ridge. Nathan utilisa l'attention médiatique pour raconter son histoire en détail, décrivant comment un réseau d'individus corrompus avait failli réussir à voler sa vie. « Il ne s'agit pas seulement de moi », déclara Nathan à la foule assemblée. Il s'agit d'un système qui permet aux prédateurs d'opérer en exploitant la volonté des gens de croire aux mensonges plutôt que de poser des questions difficiles. Derek Cross n'a pas réussi parce qu'il était intelligent ou méticuleux. Il a réussi parce que les gens ont choisi de ne pas voir ce qui était directement devant eux. Nathan liquida tous ses biens à Pine Ridge et déménagea à Seattle. Là, il mit à profit son expérience militaire pour créer une société de conseil en sécurité, spécialisée dans la prévention de la fraude. Cependant, il conserva méticuleusement un dossier complet des événements qui s'étaient produits, transformant son épreuve en un récit édifiant qu'il diffusa aux forces de l'ordre et aux organisations de soins aux personnes âgées dans tout le pays. L'affaire de Pine Ridge devint un paradigme pour comprendre les mécanismes de la fraude à la tutelle et sa prévention potentielle. La condamnation de Derek pour la mort de ses précédentes femmes déclencha de nouvelles enquêtes sur des décès suspects dans des affaires de tutelle à travers le pays. En conséquence directe de la sensibilisation accrue qu'avait suscité l'affaire de Nathan, des dizaines d'autres prédateurs furent appréhendés et poursuivis. 3 ans après la confrontation au tribunal qui avait irrévocablement modifié son ancienne existence, Nathan reçut une lettre transmise depuis son ancienne adresse à Pine Ridge. Elle provenait d'Olivia, écrite dans l'enceinte de l'établissement correctionnel pour femmes où elle purgeait une peine de 15 ans pour fraude et conspiration. La lettre était remplie d'apitoiement sur soi et de déni de responsabilité. Olivia affirmait qu'elle avait été manipulée par Derek, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit et qu'elle avait nourri de l'affection pour Nathan malgré tout. Elle l'implorait de lui pardonner et demanda une visite pendant son incarcération. Nathan lut la lettre une fois avant de la jeter au broyeur. Certaines choses, en un matin glacial de février, précisément 4 ans après sa première rencontre avec ce relevé de carte de crédit de Romano's Steakhouse, étaient jugées indignes d'une réponse. Debout dans son bureau de Seattle, Nathan contemplait Elliott Bay. Son téléphone sonna. Un client potentiel se renseignait sur une affaire présumée de détournement de fonds. Cross Security Consulting, répondit Nathan. Comment puis-je vous aider? Alors qu'il écoutait un nouvel récit de trahison et de manipulation financière, Nathan éprouva la satisfaction familière d'être du bon côté d'un conflit. Il avait compris que la forme de rétribution la plus efficace n'était pas de chercher la vengeance, mais plutôt de s'assurer qu'une situation similaire n'arrive jamais à une autre personne. Derek Cross mourut en prison 2 mois plus tard, assassiné par un codétenu qui avait perdu sa grand-mère à cause d'un escroc en tutelle. Nathan en lut l'annonce dans le Seattle Times et ne ressentit absolument rien. Olivia obtint une libération anticipée pour comportement exemplaire après avoir purgé 9 ans de sa peine. Elle s'efforça de contacter Nathan via les réseaux sociaux,
des connaissances communes et des lettres envoyées à l'adresse de son entreprise. Nathan ignora toutes ces tentatives de communication. La dernière fois que Nathan avait entendu parler d'elle, Olivia résidait dans un parc de caravanes à la périphérie de Spokane, travaillait de nuit dans une supérette et tentait de sauver ce qui restait de sa vie après les ravages de ses décisions. Elle avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, sa liberté, son avenir. Elle passerait le reste de ses jours en tant que criminelle condamnée, perpétuellement stigmatisée par son implication dans une conspiration qui avait failli détruire un innocent. Nathan ne lui parla plus jamais. Il ne voyait aucune nécessité de le faire. Le système judiciaire avait administré la punition et le temps avait géré les conséquences. Olivia se débattrait avec les ramifications de ses choix chaque jour de sa vie, tout comme Nathan vivait avec les conséquences de sa décision de riposter plutôt que de succomber au statut de victime. Pendant des soirées tranquilles dans son appartement de Seattle, Nathan songeait parfois à l'homme qu'il avait été avant de découvrir ce relevé de carte de crédit. Cet homme avait facilement accordé sa confiance, aimé inconditionnellement et présumé que les individus vertueux n'avaient pas besoin d'une vigilance constante. Cet homme avait péri, tout comme si Derek avait réussi dans son plan initial. Remplacé par quelqu'un de plus endurci, de plus prudent et de plus conscient de la promptitude avec laquelle la confiance pouvait être utilisée comme une arme contre ceux qui font confiance. Nathan ne déplorait pas cette perte. L'homme qu'il était devenu avait sauvegardé sa propre existence et la vie d'innombrables autres personnes qui auraient pu être victimes de stratagèmes similaires. Il avait transformé son cauchemar personnel en une force pour la justice, utilisant sa douleur pour protéger les autres contre la même trahison. Parfois, la justice se manifestait par une condamnation au tribunal. Parfois, elle se présentait sous la forme d'une peine de prison à vie dans un pénitencier fédéral. Et parfois, elle ressemblait à un homme abandonnant son ancienne vie et utilisant son expérience pour s'assurer que personne d'autre n'ait jamais à endurer ce qu'il avait enduré. La détective Jenna Ruiz rendit visite à Nathan à Seattle 5 ans après le procès. Elle écrivait un livre sur la fraude à la tutelle et souhaitait l'interroger sur son expérience. Ils se rencontrèrent dans un café à proximité de Pike Place Market. Deux personnes d'âge moyen qui avaient suffisamment observé la nature humaine pour comprendre que le mal prenait souvent des apparences familières. « Regrettez-vous la façon dont vous avez géré la situation ?» demanda Ruiz. « La façon dont vous leur avez permis de croire qu'ils gagnaient pendant que vous amassiez des preuves. » Nathan réfléchit à la question en observant les touristes parcourir les étals du marché à l'extérieur de la fenêtre. « Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que des personnes en qui j'avais confiance aient été capables de comploter ma perte. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Certaines personnes pensent que vous avez dépassé les bornes, détruisant tout ce qui était lié à la conspiration, même les personnes qui n'y étaient impliquées que de manière périphérique. Ces gens ont permis la tentative en choisissant l'ignorance volontaire plutôt que la vérité inconfortable. Ils ne peuvent pas se dire innocents sous prétexte qu'ils n'ont pas eux-mêmes appuyé sur la gâchette. » Ruiz acquiesça, prenant des notes dans son carnet de journaliste. « Que diriez-vous à quelqu'un qui se retrouverait dans une situation similaire ? Tout documenté. Ne faites confiance à personne. Et rappelez-vous que parfois, la seule différence entre la justice et la vengeance, c'est celui qui raconte l'histoire. » Après le départ de Ruiz, Nathan retourna à son bureau et consacra l'après-midi à l'examen des dossiers pour son entreprise de conseil en sécurité. Chaque dossier représentait un puzzle à résoudre, un tort à réparer, un prédateur à démasquer. Il avait trouvé sa vocation dans les ruines de son ancienne existence, et il y excellait. Alors que le soir tombait sur Seattle, Nathan ferma son bureau à clé et rentra chez lui à pied à travers les rues de la ville. Il avait reconstruit une nouvelle vie à partir de rien, généré du sens à partir d'un traumatisme, transformé son enfer personnel en une carrière, aidant les autres à éviter des destins similaires. Il pensa à Derek, décédé dans une cellule de prison. Il pensa à Olivia, travaillant de nuit dans une supérette, perpétuellement marquée par ses choix. Il pensa à tous les complices et facilitateurs qui avaient été confrontés à leur propre jugement. Nathan ne tirait aucune satisfaction de leur souffrance, mais il n'éprouvait pas non plus de remords. La justice n'était pas invariablement immaculée ou confortable, mais elle était essentielle. Et parfois, le seul individu capable de rendre la justice était la victime qui refusait de rester une victime. La lumière diminuait lorsque Nathan arriva à son immeuble. Un jour de plus touchait à sa fin, une étape de plus l'éloignant de l'homme qu'il avait été et l'enfonçant plus profondément dans celui qu'il avait choisi de devenir. Demain amènerait de nouvelles affaires, de nouvelles victimes ayant besoin d'aide, de nouveaux prédateurs à arrêter. Nathan Cross ouvrit sa porte et entra dans sa nouvelle vie,
laissant derrière lui les spectres de Pine Ridge à l'endroit où ils devaient être, dans le passé, là où la justice avait fini par les rattraper.